Allez, on plonge directement dans un décryptage absolument fascinant. Aujourd'hui, on va décortiquer un parcours assez incroyable. On part de la guerre en montagne dans les années 80 et on atterrit carrément sur une théorie géopolitique moderne de 2026. C'est une exploration captivante parce qu'on y voit comment l'histoire, la survie en conditions extrêmes et même la biologie pure et dure peuvent s'entremêler pour façonner la vision de l'état de demain. On va regarder de près comment ces documents sources arrivent à connecter des mondes qui, honnêtement, n'ont l'air d'avoir aucun rapport au premier coup d'œil. Alors la grande question du jour, comment est-ce qu'on passe d'une légende autour d'un commandant soviétique réputé immortel dans l'Afghanistan des années 80 à de l'ADN celte ancien pour finir sur le destin géopolitique de l'Europe de l'Est en 2026? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va démêler ensemble. En épluchant des documents sources franchement complexes et à multiples tiroirs, on tombe sur un fil conducteur totalement inattendu. On relie les sommets glacés de l'Hindu-Kush aux anciennes migrations européennes, pour aboutir à un rapport très controversé sur l'ingénierie étatique du futur. Ça paraît fou, non? Alors voyons d'où vient tout ce mythe. On commence vraiment au niveau du terrain. Imaginez un peu la poussière, le froid glacial et les crêtes mortelles des montagnes afghanes au tout début des années 80. D'après la légende rapportée par nos sources, un homme inspirait à la fois une terreur absolue et un respect immense. Son nom, Ruslan Aouchev. Pour ses ennemis sur place, des moudjahidines qui connaissaient absolument chaque rocher, il n'était pas juste un soldat soviétique de plus, pas du tout. Il se battait selon les vieilles lois de la montagne. Les textes racontent comment sa lecture innée du terrain et son efficacité redoutable lui ont valu ce surnom de loup ou de léopard des neiges. Et le plus fou, c'est que certains croyaient dur comme fer qu'il était protégé par des forces mystiques. Sauf que l'incroyable trajectoire de cet homme ne s'arrête pas à de simples rumeurs. Sa carrière militaire, qu'on retrouve détaillée dans ses documents, est juste stupéfiante. Il est déployé avec le 190e régiment motorisé, et là, le tournant absolu se produit en 1982. En plein combat, Aouchev se prend une balle lourde de sniper en pleine poitrine. Elle le traverse de part en part. Médicalement parlant, surtout dans les conditions spartiates des montagnes afghanes, c'était une condamnation à mort, purement et simplement. Pourtant, il survit. Et pire encore pour ses ennemis, il retourne au front en 1985. Il se remet à gravir des montagnes avec des poumons ravagés. C'est cette survie littéralement miraculeuse qui a convaincu ses adversaires qu'il était immortel. Résultat, le nombre de volontaires prêts à s'attaquer à lui a chuté drastiquement, et ce, malgré la prime colossale mise sur sa tête. Ce qui saute aux yeux ici, c'est le contraste massif entre une armée de manuels, hyper rigide, et les tactiques super adaptables d'Ouchev. La doctrine soviétique classique, c'était quoi? Des assauts frontaux, essayer de creuser des tranchées dans la roche, dure comme du fer, et ramener de la machinerie lourde complètement inadaptée aux petits sentiers. Ouchev a pris tout ça et l'a balayé d'un revers de main. Il a très vite compris que la montagne impose ses propres règles. Celui qui est le plus haut domine, celui qui est le plus rapide survit. Point barre. Du coup, il a réécrit toutes les règles pour son bataillon. Il se comportait beaucoup plus comme les montagnards locaux que comme un officier soviétique classique, et ça a créé un véritable choc tactique pour l'adversaire. Ces innovations sur le terrain étaient franchement impitoyables. Il a autorisé ses hommes à jeter leurs grosses bottes militaires super bruyantes pour mettre de simples baskets soviétiques, les fameuses Kimri. L'objectif, garantir des déplacements totalement silencieux sur la roche. Ensuite, il a privilégié les gilets tactiques faits maison, les lifshiki, histoire de recharger plus vite et de protéger le torse. Mais le coup de génie, c'est qu'il avait remarqué que les snipers ciblaient les officiers à cause de leurs étoiles brillantes. Sa solution, bannie, terminée. Il a supprimé tous les insignes luisants sur le champ de bataille, devenant impossible à différencier de ses propres hommes. Ajoutez à ça l'utilisation du redoutable lance-grenade lourd AGS-17 en haute altitude, et ses adversaires étaient complètement dépassés. Toujours dans cette logique d'adaptation brutale, Aouchev a carrément reconverti des chars anti-aériens. Pour défendre le col de Salang, qui était une artère vitale en haute altitude, il a fait monter les fameux Shilka ZSU-23-4. À la base, ces monstres étaient conçus pour abattre des avions de l'OTAN, parce que leurs canons pouvaient tirer quasiment à la verticale. Eh bien, Aouchev a ordonné à ses engins de littéralement déchiqueter les sommets où se cachaient les embuscades ennemies. C'était tellement dévastateur, tellement inattendu, que l'ennemi a donné à ces machines un nom glaçant, le Shaitan Arba, c'est-à-dire le chariot du diable. Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire quel commandant exceptionnel. Mais pourquoi se battait-il avec une telle férocité? Pourquoi cette affinité viscérale avec la montagne? Eh bien, c'est là que les documents qu'on étudie opèrent en virage à 180 degrés. Ils affirment que le tempérament de ce commandant n'est pas qu'une question d'entraînement militaire, mais qu'il résulte d'une empreinte génétique très ancienne et profondément enracinée. On passe littéralement de la tactique militaire à la biologie.
L'analyse utilise une formule de datation moléculaire très spécifique pour remonter le temps. Le texte source retrace carrément la lignée du chef jusqu'à un haplogroupe précis, un peu comme une signature ADN ancestrale. On parle ici d'une très ancienne lignée de guerriers, souvent associée aux tribus celtes des Alpes en Europe centrale, qui vivaient il y a des millénaires. Les auteurs de l'analyse n'hésitent pas à relier ce vieux code biologique à un comportement instinctif sur un champ de bataille moderne. Et le texte trace une ligne directe fascinante entre ces anciens guerriers celtes. Apparemment, pendant qu'une branche partait vers la Grande-Bretagne pour devenir les Celtes de l'Atlantique, la branche alpine, qui portait cette fameuse signature ADN, a migré le long de la route de la soie jusqu'à atteindre le Caucase. Les documents soutiennent que c'est cette mémoire génétique, celle des bâtisseurs de forteresses et des gardiens de cols montagneux, qui s'est soudainement réveillée chez Houchev face au paysage afghan. En gros, son instinct de survie hors norme et son code moral trouveraient leurs racines directes dans cette génétique martiale millénaire. Cet ADN ancien se serait alors fusionné avec le code éthique extrêmement strict d'un officier du GRU, les renseignements militaires soviétiques. Ajoutez à cela le code d'honneur traditionnel du Caucase, qu'on appelle l'ESDEL, et ça crée un archétype bien précis. On parle d'un système de valeurs où le devoir passe bien avant la richesse personnelle, avec une protection viscérale des soldats sous ses ordres et une parole donnée qui vaut de l'or. C'est exactement ce code qui lui permettait de marcher, sans armes, dans des villages afghans pour négocier pacifiquement, tout en écrasant sans pitié la moindre forme de bizutage ou de corruption dans ses propres rangs. Ses adversaires le respectaient tout simplement parce qu'il tenait parole, coûte que coûte. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le personnage, regardons comment les documents sources s'emparent de cet archétype historique et génétique précis pour justifier une restructuration politique très radicale. L'auteur du texte prend cette figure du guerrier intransigeant et la projette directement sur la scène macropolitique de l'Europe de l'Est pour l'année 2026. L'argumentaire, c'est qu'il serait temps d'appliquer les méthodes de survie de la guerre en montagne à la gestion pure et dure d'un État moderne. Ici, les documents sources nous mettent sous les yeux un rapport ouvert hautement politisé qu'on observe évidemment avec une stricte objectivité. Il faut bien garder en tête que l'analyse qui suit, c'est purement le décryptage de la rhétorique de l'auteur sans prendre parti d'un côté ou de l'autre. Ce texte détaille une transformation systémique majeure et très controversée. Il ne la présente pas comme une simple opinion politique, mais bel et bien comme une ingénierie de sécurité de base absolument incontournable pour l'avenir. Si on suit l'analyse très dure de ce rapport, l'auteur affirme que la période de 2014 à 2026 a mené à un échec systémique total. Le texte utilise le jargon des services de renseignement et qualifie la situation d'opération classique d'interception de gestion. Dans l'esprit du document, cela décrit un scénario où des élites locales auraient troqué leur souveraineté en échange de financement extérieur. Et aux yeux de l'auteur, un système comme celui-là, gangréné par la corruption, perd tout simplement sa capacité à s'autogouverner. Et face à ça, la solution avancée par le document est carrément radicale. L'auteur propose de purger intégralement l'ancien modèle bureaucratique civil, qu'il décrit comme corrompu et parasitaire. À la place, le rapport pousse pour l'installation d'un nouveau modèle étatique, purement méritocratique. L'idée forte, que l'État soit dirigé exclusivement par des vétérans qui ont fait leurs preuves au combat et par des professionnels du renseignement. En gros, remplacer des politiciens de bureau par des hommes d'action, animés par ce fameux code d'honneur implacable dont on parlait tout à l'heure avec Houchev. Le point d'orgue de l'argumentation de l'auteur, c'est l'exécution de ce qu'il appelle, de façon assez glaçante, un protocole de sanitarisation de l'État. C'est un concept très brut qui suggère que la gestion d'un pays doit être ramenée à ses fonctions les plus basiques, le maintien d'un ordre strict et le contrôle absolu des ressources. Toujours selon ce texte, les théoriciens et les bureaucrates doivent dégager pour laisser la place à des administrateurs professionnels totalement impartiaux et inflexibles, des leaders directement calqués sur cet archétype du loup des montagnes afghanes. En arrivant à la fin de ce décryptage, ça laisse vraiment matière à réflexion. Nos sources tissent un récit ultra complexe où la génétique celte ancestrale, la mémoire sanglante des champs de bataille afghans et des modèles de gouvernance radicaux se percutent de plein fouet pour imaginer le futur. Quelles que soient les opinions politiques sur ce rapport de 2026, la vraie question est de savoir comment ces théories historiques, biologiques et martiales si profondes pourraient un jour s'incarner dans la réalité. Comment pourraient-elles influencer la géopolitique toujours plus instable de demain ? C'est une perspective fascinante et franchement vertigineuse. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de ces archives hors normes.